Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une software factory? Une software factory, c'est dans son principe, elle reprend finalement l'idée de l'usine de l'entreprise, enfin de l'usine industrielle, l'usine du monde réel. Et en fait, on applique ces principes, ou en tout cas ces idées-là, sur une usine logicielle. Donc la traduction directe de software factory, c'est l'usine logicielle. Et on va, à partir de là, former une chaîne de production de logiciels. L'objectif, là, en sortie, ça va être de produire des logiciels. Donc, on va chercher à automatiser toutes les tâches qui sont répétitives dans le process. Les types de tâches qu'on va avoir, ce sont des tâches de compilation, tests unitaires, déploiement, tout ce qui va tourner autour de la manipulation des services et des logiciels. En entrée, on va avoir du code source versionné dans un logiciel de gestion de version. Et en sortie, on va produire des artefacts applicatifs. Voilà l'idée de la Software Factory. Donc, en pratique, comment est-ce les fondements en fait, d'une Software Factory sont les concepts reposent sur de l'industrialisation. Donc l'industrialisation qu'on va mettre en place dans notre système d'information à différents niveaux, on va utiliser les concepts de l'industrialisation pour la mise en place de la Software Factory. Pourquoi? Parce que l'industrialisation, de mon point de vue, c'est le fait de partir d'un dépôt donc de code, de fichiers plats qui sont versionnés dans un logiciel de gestion de version. Et à partir de là, on va déclencher un process. Ce process, on va vouloir, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir un process qui soit reproductible, puisqu'à partir du moment où on part d'un dépôt dans lequel on a un ensemble de scripts d'installation, ou alors notre code source quand on veut produire une application pour les développeurs, mais des scripts d'installation quand on est quand on travaille dans l'infrastructure et qu'on veut déployer des services sur des machines de façon reproductible. On va chercher pour cela, en fait, je dirais que le cœur même de l'industrialisation, c'est le caractère idempotent de l'opération qu'on va vouloir effectuer. C'est-à-dire qu'on va lancer une opération sur une machine, on va la faire une fois, on va la faire 100 fois, et l'objectif, c'est d'avoir toujours le même résultat. Parce qu'au final, on va raisonner en termes d'état désiré du système ou de nos services sur nos machines de production. Et donc, pour industrialiser ça, on va donc partir de scripts, on va partir de code source pour les applications, de scripts d'installation pour l'installation des services sur les machines. Et le fait de faire ça, ça va nous permettre de tracer l'ensemble des modifications qui sont faites. Ce qu'on a dans les applications, dans le code source, on voit l'historique des modifications de l'application. On peut faire la même chose pour l'infrastructure, et on peut faire la même chose aussi pour le réseau. Donc on peut utiliser cette mécanique d'industrialisation à tous les niveaux du système d'information. Ce qu'on va y gagner également, c'est une maintenance qui va être facilitée. Parce que ce qu'on va chercher à faire, je reprends l'exemple de l'infrastructure, c'est on va mettre en place des scripts d'installation d'un service ou d'un package, et ce qu'on va variabiliser finalement, c'est la version. Donc la maintenance, plus tard, à procédure d'installation équivalente d'une version à l'autre, le delta, ça va être la version. Il va y avoir un autre delta, c'est potentiellement si dans la nouvelle version du service, il y a des fonctions d'installation, dans le mode opératoire d'installation évoluer. À ce moment-là, on va faire évoluer aussi ce procédé. Mais en tout cas, on voit bien que partant d'un logiciel de gestion de version, aujourd'hui, le plus communément utilisé, c'est Git, principalement, dans les logiciels de gestion de version. Et partant de là, on va vouloir obtenir, en sortie, on va produire différents éléments qu'on souhaite industrialiser du système d'information. Alors ces éléments, ça peut être des livrables applicatifs, c'est le plus communément ce qu'on fait quand on industrialise et qu'on met en place une intégration continue, c'est qu'on va industrialiser le déploiement et la production de l'application, donc la notion de Software Factory, et son déploiement. Mais on peut aussi industrialiser le déploiement en lui-même, d'accord ? Comme on peut industrialiser la création d'une machine virtuelle, etc., etc. On peut donc aussi industrialiser la configuration réseau.
Et on peut aussi industrialiser le provisioning des machines. D'accord ? On s'adresse à l'hyperviseur et on peut créer des machines configurées comme on le souhaite. Donc voilà l'industrialisation en pratique. La Software Factory, finalement, n'est qu'un cas particulier de l'industrialisation. Dans cette session, on va voir un certain nombre de termes. J'ai commencé à en utiliser certains. Donc c'est le bon moment en fait pour les balayer, les quelques termes clés en tout cas. Donc celui dont on a déjà parlé plusieurs fois, c'est le logiciel de gestion de version, hein, qui est vraiment le cœur de toute la logique de l'ensemble. Donc Git principalement. Donc Git est un très bel outil pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas de passer sur Git, parce que ça a quand même il y a un effort à faire, hein, c'est sûr, pour de transférer nos dépôts qui sont peut-être sur Subversion vers Git, mais vous allez vraiment y gagner. Hein. Moi, je vous conseille vraiment vous allez trouver une procédure d'Atlassian, d'ailleurs, qui l'explique très bien, comment migrer très proprement tous vos dépôts Subversion vers Git. Donc un très bel outil pour le développeur, mais même pour toute personne qui voudra gérer des versions de fichiers plats ou de code source. Mais ça ne va pas être suffisant. On va vouloir des outils plus avancés en termes de collaboration entre les équipes, entre les personnes qui vont maintenir ces fichiers, entre les développeurs. Et pour ça, on va aller vers des forges logicielles. D'accord ? Donc historiquement, c'était SourceForge. Là, aujourd'hui, l'outil, la forge phare. Donc là dans la notion de forge logicielle, pareil, on reprend la notion de la forge du monde réel. Mais cette fois, donc on a un ensemble, la forge, l'idée c'est qu'on a un ensemble d'outils pour fabriquer, voilà, on va avoir, donc là l'idée c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va fournir au développeur ou à la personne qui veut maintenir des scripts, tout un ensemble d'outils qui va lui permettre de le faire simplement. Donc une forge va déjà fournir la fonction de logiciel de gestion de version par défaut, d'accord, le cas de GitHub, hein, il est basé sur Git, mais en plus ça va donner aux développeurs des outils par exemple de suivi d'anomalies, un wiki potentiellement, un forum, donc tout un ensemble d'outils regroupés au même endroit dans une forge. Une autre notion qui est intéressante, qu'on voit apparaître de plus en plus dans les entreprises, c'est la notion de ChatOps, c'est-à-dire que le travail des équipes est centré autour de la conversation. D'accord ? Donc on va le service SaaS phare pour ce type de fonction, c'est Slack sur Internet, qui permet non seulement de créer des forums de discussion sur la thématique qu'on a choisie, donc d'y retrouver toutes les personnes qui sont intéressées par cette thématique. Et donc ça, c'est la première fonction d'un outil de ce type-là. La deuxième fonction, c'est de venir adjoindre à ces forums tout un ensemble d'informations qu'on vient collecter de notre système d'information. Donc donc ça, Slack vient avec énormément de connecteurs en fait. Et en 3 clics, vous avez connecté n'importe quel outil web avec Slack. Donc vous avez des remontées d'informations. Et dans le ChatOps, vous avez aussi la capacité, à partir de votre forum, de déclencher des opérations en passant par des robots en fait. Donc on recentre en fait le travail et les échanges sur des forums de discussion. Donc pour ce qui est de la Software Factory, les autres éléments dont on a besoin, une fois qu'on a produit un artefact, c'est de le stocker et de le mettre à disposition. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un software repository. C'est un serveur de dépôt d'artefacts logiciels. Pour les développeurs Java, historiquement, ça paraît, par exemple, c'est le dépôt Maven qui va stocker les librairies jar. Mais c'est n'importe quel dépôt qui va stocker des artefacts ou des paquets, on va dire, de votre langage ou de votre OS. Donc voilà, on vient les déposer avec leur version, avec un ID potentiellement, un identifiant unique, ce qui va permettre ensuite de les consommer et de les installer, de les déployer, de les utiliser sur toutes les machines qui peuvent accéder à ce dépôt central. Ensuite, l'autre question à se poser quand on fait une Software Factory, c'est de se poser la question du format. Le Software Packaging Format, c'est quel est le format de l'artefact logiciel que je produis, quel est le format que je souhaite gérer dans ma Software Factory. Alors, la Software Factory la plus connue s'appelle Heroku. Elle est capable de gérer
pléthore d'artefacts. Donc il y a toute une mécanique dans Heroku qui permet d'enrichir justement les artefacts. Voilà, donc il y a cette notion d'artefacts logiciels produits à gérer dans la Software Factory. Et à partir du moment où on a une Software Factory, on a entre nos mains la capacité à mettre en place des stratégies d'acceptation continue du changement, que ce soit pour l'intégration continue des modifications, soit de nos fichiers, soit de notre code source. Alors pour faire court, hein, l'intégration continue, c'est quoi? C'est maintenant j'ai mes scripts d'installation ou mon code source qui est dans un dépôt dans Git, dans GitHub, dans GitLab, dans n'importe quel outil de logiciel de gestion de version. Et je veux m'assurer qu'une version de mon logiciel est pérenne, sûre. Et donc pour ça, je vais protéger ce qu'on appelle une branche. Je vais protéger cette branche par un certain nombre de contrôles. Je vais vérifier la syntaxe, je vais vérifier que si c'est un langage qui se compile, je vais vérifier la bonne compilation. Potentiellement, je vais pouvoir calculer un niveau de qualité de mon code avec un certain nombre d'outils qui vont calculer des métriques sur mon code, la couverture, le pourcentage de copier-coller, des choses comme ça. Donc là, c'est l'intégration continue. On va s'assurer que ce qu'on intègre progressivement dans la branche principale qu'on veut maîtriser est bien contrôlé. Dans les autres stratégies, il y a ce qu'on appelle le CD, la livraison continue. Donc là, on va plus loin que l'intégration des changements du code. On va jusqu'à la production d'une version de l'application. Et de façon la plus continue et la plus fluide possible. Une troisième stratégie s'appelle le continuous deployment, c'est le déploiement continu, où là, en fait, non seulement on a produit une version de l'application, mais en plus, on est allé la pousser jusqu'à la production. D'accord ? Donc là, on atteint un niveau de maturité, enfin, il n'y a pas plus haut niveau, je pense, de maturité dans l'industrialisation d'un système d'information que d'atteindre ce déploiement continu. Pour ce qui est justement de la livraison continue, il y a des standards qui permettent d'automatiser la création de ces versions. C'est ce qu'on appelle le Conventional Changelog. Ce sont des conventions pour les messages. Donc quand vous allez modifier votre code ou votre script, quand vous allez pousser cette modification dans votre logiciel de version, vous allez mettre un message associé. Et ce message, il existe des standards de ces messages. Et donc à partir d'une convention de message, on va être en capacité, on verra après, de produire un certain nombre de choses de façon automatisée. Et on va être même en capacité à produire de façon automatisée la version. Donc on aura à ce moment-là ce qu'on appelle une version sémantique, qui est un format standard en fait, de version logicielle, où chaque digit a une signification précise. Donc quels sont les éléments d'une Software Factory ? Le logiciel de gestion de version, Git. Donc là, je vous présente à la fois les éléments d'une Software Factory et en même temps les choix qui ont été faits pour l'implémentation que je vous présente ici. Donc Git, la forge logicielle GitLab. Alors GitLab, c'est une forge open source qu'on peut installer dans nos DSI. Il y a une version gratuite qui est tellement fonctionnelle que voilà, elle est très, très largement suffisante. Pour ce qui est de l'intégration continue, l'outil qui est le plus communément utilisé, c'est Jenkins. Mais là, pour nos besoins, en fait, la fonction d'intégration continue intégrée à GitLab était largement suffisante pour les besoins, et même plus simple d'ailleurs, à utiliser. Donc on est parti sur le GitLab CI ou GitLab Runner pour le service de stockage des dépôts qui sont produits, enfin des artefacts qui sont produits, logiciels. C'est Artifactory qui a été choisi. Pourquoi ? Parce que Artifactory est un agrégateur de dépôts, c'est-à-dire qu'il est capable de stocker des dépendances Python, Java, Ruby, JavaScript et des images Docker. Donc on a un seul outil qui nous permet et d'ailleurs des dépôts Yum également. Donc on a un seul outil qui nous permet de gérer nos différents paquets logiciels. Et le format choisi est l'image Docker.
Alors pourquoi l'image Docker? Parce que le ticket d'entrée de cette Software Factory, du coup, il y a quand même un ticket d'entrée. Le ticket d'entrée, c'est d'être en capacité à dockeriser le système qu'on veut faire tourner sur la Software Factory Docker. Mais une fois qu'on a payé ce ticket d'entrée, la Software Factory, elle est entre guillemets universelle, puisque ce qu'elle manipule, elle, c'est des images Docker. Et pour faire le liant, et puis toutes les opérations concrètement effectuées par la Software Factory, à savoir la compilation, les tests, le release, le déploiement, donc ce sont des bash qui sont écrits des scripts qui sont écrits en bash et en Python. Et pour ce qui est de l'intégration de la Software Factory avec justement le ChatOps, c'est donc là l'outil c'est RocketChat, l'outil de forum. Donc voilà un schéma de flux. Donc à gauche vous avez les machines des développeurs ou des admin 6 qui en entrée. Donc on a un certain nombre d'événements qui vont déclencher. Donc le deuxième que vous voyez là, c'est le logo de GitLab, donc notre forge. On vient pousser du code, on vient créer des tags, on vient merger du code, faire des demandes de merge de code. Et toutes ces opérations en entrée dans GitLab vont déclencher, suivant les règles et la configuration que vous avez mis sur votre projet, vont déclencher un certain nombre d'opérations. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Le deuxième qu'on voit là, le GitLab CI ou GitLab Runner, donc c'est vraiment lui qui est l'agent c'est lui qui va déclencher toutes les opérations qui vont être effectuées. Donc les opérations, ça va être de la création des images et le tag des images dans Artifactory, donc le dernier élément tout à droite, la Artifactory, l'agrégateur de dépôt. Donc on vient stocker sur ce Artifactory nos images Docker, d'accord? Mais de la même façon, si on avait souhaité faire une Software Factory qui fait du Java ou du Python, on aurait stocké les dépendances produites, d'accord? On va ensuite déclencher des opérations de déploiement sur les environnements, sur les machines. Et quand on l'a souhaité, on peut déclencher des notifications dans les forums de discussion de notre outil de discussion, notre Slack, Mattermost, RocketChat, tous ces outils qu'on utilise de plus en plus dans les DSI pour faciliter les échanges. Donc voilà le schéma de principe. Toute la logique est là, en fait, du fonctionnement global. Donc le cœur du système, c'est 3 outils, enfin c'est même 2 outils finalement, GitLab principalement et Artifactory, mais ça peut être un autre outil. Hein, une simple registry Docker suffit pour le cas de Docker. Et on peut imaginer aussi avoir une autre implémentation où on n'a pas Artifactory, mais on a plusieurs dépôts, chaque dépôt spécialisé dans la technologie souhaitée. Donc les briques de base, justement. Donc un petit focus sur les briques de base. Donc dans GitLab, il y a la notion de ce qu'on appelle des pipelines. Alors un pipeline, c'est un enchaînement d'opérations qu'on a nous-mêmes décidé de mettre en place, d'accord? Et c'est ce qui va c'est la chaîne en fait qu'on a mis en place de traitement de nos logiciels, d'accord? Donc là, cette chaîne-là qui vous est présentée ici, c'est la chaîne qui va permettre de générer des images Docker. Donc je ne sais pas si vous y voyez, ouais? Ça va? Donc on part du code source, complètement à gauche, et on va déclencher une première opération qui est la compilation. Donc cette opération, c'est ni plus ni moins qu'un script Bash, Python ou ce que vous voulez, qui va faire des opérations Docker, et qui va prendre le code source en entrée et qui va générer en sortie du code compilé. Donc ça, c'est le choix qui a été fait, c'est un type d'implémentation, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, dans cette stratégie-là, ce qu'on souhaite faire, c'est découpler la partie qui va compiler notre code, la décorréler de la partie qui va venir dockeriser, créer une image Docker à partir soit du code compilé, soit de fichiers plats. D'accord? Donc on a vraiment là les deux briques vertes que vous avez, ce sont les opérations élémentaires de la Software Factory. La compilation, et pour compiler en fait, on va fournir à la Software Factory, c'est le projet quand la Software Factory va vouloir le compiler, c'est le projet qui va donner à la Software Factory
le contrat, en tout cas la procédure de compilation, sa procédure de compilation. Donc la Software Factory n'a pas de logique de compilation en elle-même, elle ne fait que déclencher l'opération de compilation. Et pour le faire, elle repose en fait sur toute la logique de compilation qui est définie dans le Dockerfile. Le premier Dockerfile que vous avez à gauche, je vous ai mis deux icônes d'exemple. Celle de gauche, c'est Gradle, c'est un build system, c'est un outil qui permet de compiler du code Java. Et à droite, vous avez Gulp, c'est un outil qui permet de, entre guillemets, compiler du code JavaScript. D'accord ? Donc en fait, ces outils, suivant ce que vous avez besoin de compiler, ils sont définis dans votre Dockerfile. Et donc on va, en fait, à partir de ce Dockerfile, créer un environnement de compilation spécifique à notre application. Donc on va produire du code compilé en sortie. La deuxième brique, c'est ce qu'on a appelé Dockerize. Et cette brique-là, elle prend soit du code compilé, soit des fichiers plats. En fait, pour elle, que ce soit des codes compilés ou pas, elle s'en fiche, en fait. Elle ne voit pas la différence. Donc cette brique Dockerize, finalement, c'est la brique qui est la plus massivement utilisée dans le système, parce qu'à partir de cette brique, on peut dockeriser n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. On peut dockeriser des fichiers plats. D'accord ? Et de la même façon, c'est le projet, le repo GitLab qui fournit la logique de fabrication de l'image dans un Dockerfile. D'accord ? Donc ce système-là, cette stratégie-là, c'est un design pattern Docker qui s'appelle le Docker Builder Pattern. Voilà, j'en parlerai un peu après. Donc dans la première phase, on prend du code compilé et on prend du code source et on produit du code compilé avec l'opération élémentaire de compile qui vient chercher la logique de compilation dans le dockerfile.build. Et la deuxième phase, qui sont décorrélés, hein, on pourrait très bien avoir le Dockerize tout seul si on veut juste dockeriser des fichiers plats, ce qu'on fait beaucoup d'ailleurs. Tous les scripts compile Dockerize sont eux-mêmes des Dockers qui ont été produits à partir de Dockerize. On prend des fichiers plats, on suit la logique de création de l'image qui est définie dans le Dockerfile. Donc là, pour suivre l'exemple de tout à l'heure, on a Jetty à gauche qui va être un environnement d'exécution du code qui a été produit préalablement par Gradle. D'accord ? Et on a Nginx à droite, le N là, qui va venir servir du code JavaScript ou statique qu'on a produit au préalable avec Gulp. Donc on a décorrélé, c'est-à-dire qu'on a l'environnement de compilation avec tous les outils qu'on peut imaginer. Un environnement de compilation, c'est assez lourd. Hein. Un Node, par exemple, ou un Java, juste avec les dépendances dont il a besoin pour compiler, ça peut être 500 mégas, hein, voire plus. Donc c'est quand même assez gros, d'un côté. Et de l'autre, donc on a tout cet écosystème, cet environnement de compilation qui n'est créé qu'à la demande au moment où on veut compiler. Et dans le deuxième temps, la dockerisation, ça nous permet finalement d'avoir une image qui s'exécute, qui est très petite. Parce qu'on ne va pas avoir tous les outils dont on a besoin pour compiler. Dans la deuxième image, on n'aura que le strict minimum. En gros, que le code compilé et que l'environnement d'exécution dont ce code a besoin pour s'exécuter. Donc ça permet bien de réduire les images. Voilà. Voilà le principe du premier pipeline qu'on a mis en place. Le deuxième pipeline, c'est le pipeline qui va permettre de versionner mon application et de déployer les images Docker. Donc sur ce pipeline, on part de l'image Docker qui a été produite préalablement, on la déploie sur un environnement de développement. Si on est content, à ce moment-là, on va déclencher manuellement l'opération suivante de création de la version. Et cette opération de création de version, elle va faire un certain nombre d'opérations, mais au niveau Docker, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va venir taguer l'image. Elle ne crée pas une nouvelle image, elle vient taguer l'image précédente. Donc on est bien en train de taguer, pour les passages dans les environnements suivants, une image qui a été testée déjà en développement. C'est la même image qui va faire tout le cheminement. On n'a fait que la taguer à ce niveau-là. Et ensuite, une fois image taguée, on peut la déployer à ce moment-là dans tous les autres environnements. Et on va déclencher une notification dans les channels qui vont bien à chaque déploiement sur un environnement. Donc là, ce qu'on observe, c'est que finalement, on a utilisé GitLab de bout en bout jusqu'au déploiement des environnements. Par ce procédé, on a généré complètement automatiquement les versions, en tout cas les versions des microservices. Et au final, on a des notifications du déploiement dans les channels. Donc vous avez en bas
un exemple de notification qui apparaît dans le channel à chaque fois qu'il y a un déploiement qui est fait. D'accord. Donc voilà, ça c'est intéressant d'avoir ce type d'informations à partager. Oups, il a sauté plusieurs trucs. Voilà. Donc la partie génération automatique de version, j'en dis juste un mot. Voilà un exemple de ce qui est produit, donc du changelog, hein, la release note, ou ce qui va vous permettre à chaque fois que vous faites des modifications de votre application, de savoir exactement ce qui a été modifié. Voilà ce qu'on peut produire de façon automatique. À partir du moment où on a respecté la convention de nommage des commits, le Conventional Changelog, ce Conventional Changelog, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il standardise les messages de commit, comme on le disait tout à l'heure, et finalement, la partie qui est la plus critique là-dedans, c'est qu'il va définir des types de changements qui sont définis et qui sont standardisés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire modifier notre code ou nos scripts, et que la modification atomique qu'on est en train de faire, elle concerne un correctif de bug, on va utiliser le mot-clé fixe. D'accord? On va la typer comme étant une modification de type fixe. Si c'est une modification qui concerne une nouvelle évolution, une nouvelle fonctionnalité qu'on vient ajouter à notre système, on va utiliser fit. Et si on a dans la modification déclenché une rupture de contrat, si c'est une API qu'on produit, on déclenche une rupture de contrat, on va le préciser en disant que c'est un breaking changes. Donc en fait, avec ces trois types, fix, fit et breaking changes, on peut automatiquement découvrir et calculer le nouveau numéro de version. À partir du moment où on accepte d'utiliser les versions sémantiques, on va être en capacité à incrémenter le bon digit dans X, Y, Z. Le dernier, le Z le plus bas, celui qui est le plus bas, il va être incrémenté si on n'a que des fixes depuis la dernière version. Le Y, celui du milieu, il est incrémenté si on a au moins un fit dans la liste des modifications. Et le premier est incrémenté si on a au moins un breaking changes. Et à partir de là, on peut complètement automatiser la création des versions, la génération du changelog. Ce que vous voyez apparaître ici, en fait, ce sont tous les messages de commit qui ont été regroupés dans un changelog et qui ont été rassemblés par ce qu'on appelle des scopes. C'est-à-dire que quand on crée un message, on dit, voilà, ce message, ça s'adresse à telle partie, telle fonction de mon code, ou telle fonction de mon système. Et à la fin, on est même capable de refaire le lien vers une issue d'un bug tracker ou vers la modification dans GitLab. Donc on clique et on voit en side-by-side les modifications avant-après du code. Donc tout ça, c'est automatisable, donc on l'a fait, à partir du moment où on respecte cette convention de nommage des commits en entrée. Donc les briques de base, les briques de base, elles sont faites avec quoi? La matière de ces briques, c'est, comme je le disais, c'est du Bash et du Python. Quand on fait du Bash, quand on écrit ce genre d'opération, le couteau suisse, ça va être le Git, curl et JQ. Pourquoi? Parce que derrière ces opérations-là, il y a énormément d'appels d'API, que ce soit API GitLab, Artifactory, Rocket Chats pour envoyer des événements dans le channel, curl et JQ. Et JQ, donc c'est un outil qui permet de formater du code JSON, d'aller faire des recherches dedans, de faire des filtrages pour manipuler en ligne de commande du JSON. C'est vraiment très pratique. Donc finalement, les commandes, elles sont écrites avec des commandes Git qui vont nous permettre d'extraire les métadonnées du projet. Donc je suis sur mon projet, avec Git, ça va me permettre d'automatiquement détecter son nom, le groupe dont il fait partie, l'URL GitLab. Donc on va pouvoir automatiquement détecter. Donc en fait, ces opérations-là, finalement, elles n'ont quasiment aucun paramètre d'entrée. Elles vont automatiquement découvrir toutes leurs informations dont elles ont besoin pour fonctionner. Et donc évidemment, puisqu'on produit des images Docker, on va massivement utiliser des commandes Docker, que ce soit pour compiler, pour inspecter, pour pusher, pour récupérer les images, etc. Pour la partie release et conventional changelog, les outils que vous allez trouver pour faire ça, ce sont principalement des outils NPM, des outils Node en fait, des paquets NPM, mais qui sont, voilà, commence à y en avoir un certain nombre et finalement c'est pas très compliqué à utiliser. Pour les modifications de base de données, là c'est des commandes dédiées par type de base de données, hein, suivant la base que vous voulez
dont vous voulez modifier la structure, vous allez avoir des commandes dédiées. Alors les patterns, le Docker Builder Pattern dont je parlais tout à l'heure, qui est utilisé pour faire la compilation de notre projet. Donc ce pattern, il est intéressant. La finalité qu'on va chercher ici, ce n'est pas d'exécuter un container au final. On ne va pas aller jusque-là, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est juste de faire un Docker build, c'est-à-dire d'utiliser la capacité que propose Docker d'à partir d'un Dockerfile de produire une image. On va utiliser uniquement ce Docker build, c'est uniquement ce qui va nous intéresser. Donc grâce à ça, on va créer à la volée un environnement dédié à notre application, c'est-à-dire que dans notre Dockerfile, on va commencer par installer toutes les briques dont on a besoin pour compiler, par exemple pour Java du Gradle. Ça va être les opérations les plus hautes dans le Dockerfile. Et plus proche de l'application, on va installer toutes les dépendances dont cette application a besoin. Et en tout dernier, on va lancer la commande qui va effectivement compiler l'application. Donc on crée comme ça, à la demande, un environnement de compilation qui est spécifique à notre application. Et c'est intéressant puisque on va lancer, la première fois qu'on lance, c'est assez lourd parce que ça installe tout ça, les dépendances principalement, c'est le plus long. Dépendances, donc on va venir chercher dans Artifactory ou dans n'importe quel autre agrégateur de dépôt. C'est un peu long la première fois, mais les fois d'après, comme on réutilise les caches, finalement, la seule opération qui est exécutée les fois d'après, c'est la compilation du projet. Donc ça, c'est le Docker Builder Pattern. Au final, on a produit une image. Cette image, on ne va pas s'en servir. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir extraire de l'image la partie qui nous intéresse, à savoir le code compilé qui a été produit. Et pour faire ça, on utilise une commande Docker qui s'appelle Docker CP, qui permet de copier entre le host et un container, dans les deux sens, d'aller envoyer des fichiers ou des répertoires de l'host vers un container et vice-versa. Donc on a créé une image, de cette image on crée un container qu'on ne va même pas lancer, on ne fait que le créer pour pouvoir faire un Docker CP. Donc dans la version 17.05, il y a une alternative à ce Docker Builder Pattern qui s'appelle les multi-stage build. En fait, dans notre Dockerfile, on va faire plusieurs from. Dans le même Dockerfile, on a plusieurs from. Donc du coup, dans un même Dockerfile, on va avoir notre Gradle au début, qui va permettre de compiler le projet. Et le dernier from, on va avoir le Jetty. Et le fonctionnement de ce multistage, c'est que ce qui va être produit dans l'image en sortie, c'est uniquement ce qui est à partir du dernier from. D'accord ? Toutes les couches précédentes ne sont pas envoyées dans l'image. Donc là, on a fait en une seule fois ce que nous, on a fait en deux fois, grâce à ce multistage. Donc on a quand même préféré garder cette technique-là. Pourquoi ? Parce que avec le Docker Builder Pattern, cette image, cet environnement de compilation qu'on a produit, on peut le réutiliser. Par exemple, pour lancer des tests unitaires, pour lancer les différentes opérations qui sont autour du build system à partir de cet environnement-là. Chose qu'on ne peut pas faire avec le multistage, puisque c'est on a un flux unidirectionnel. En tout cas, le multistage, c'est intéressant. Si aujourd'hui, vous avez des grosses images parce que vous avez tout votre environnement de compilation qui est dedans, finalement, sans rien changer, vous reprenez ça, mais vous mettez plusieurs lignes de from, et c'est que la dernière qui sera envoyée dans l'image finale. Donc ça va alléger vos images. L'autre design pattern qui est utilisé, Docker, s'appelle le Docker Outside of Docker. Alors le nom n'est pas vraiment très répandu, mais bon, moi je le trouve assez sympa. C'est en réponse à un plus ancien pattern qui est maintenant un anti-pattern, qui est le Docker in Docker, lancer des commandes dans un container, lancer des commandes Docker dans un container Docker. Donc ça maintenant ça a été utilisé à un moment donné, mais maintenant c'est clairement un anti-pattern. C'est Jérôme Petazzoni qui fait un blog là-dessus, qui explique bien pourquoi. Voilà. Donc là, le design pattern qu'on utilise, c'est Docker outside of Docker. Le principe, c'est qu'on a un container Docker qui va lancer des commandes Docker, mais il ne va pas les lancer à l'intérieur, dans le container. Il va les lancer en frère, en fait, en processus sleeving, en processus frère. C'est-à-dire qu'on va monter la socket de l'host. Quand on va faire un Docker run de ce Docker, on va monter la socket de l'host. Et donc, du coup, les commandes qu'on va lancer à l'intérieur de ce container, elles vont en fait être exécutées sur le host. Donc, toutes les commandes Docker qu'on va lancer dans ce Docker, elles vont être lancées dans d'autres Docker en parallèle. Donc, ce qui permet de faire du Docker depuis Docker. Puisque rapidement, quand on part dans une logique Docker, full Docker, on s'aperçoit qu'on a très rapidement besoin, dans Docker, d'exécuter des commandes Docker. Donc, la façon de le faire, c'est ça.
Docker outside of Docker. Avant, on pouvait même monter le binaire Docker. Maintenant, c'est plus possible. On est obligé pour faire ça, notre container qui veut lancer d'autres commandes Docker, il faut que ce soit construit, il faut qu'on ait installé Docker dedans intégralement. D'accord ? Parce que moi, j'ai eu fait avant n'importe quel Docker container, en fait, je montais le /bin /docker et ça fonctionnait. Sauf que maintenant, ils ont découpé Docker en plusieurs morceaux, donc ça ne fonctionne plus. Donc maintenant, on est obligé d'avoir, la contrainte, c'est qu'on est obligé d'avoir une image Docker de Docker pour pouvoir faire ça. Mais c'est quand même très pratique, et là, vous faites du full Docker avec ça. Donc le bilan de tout ça, le bilan c'est quoi c'est qu'à l'usage, c'est quand même vraiment un grand confort de pouvoir manipuler ces briques de base, en particulier le Dockerize, là, qui prend des fichiers plats en entrée et qui génère une image. Ça devient une commande native de votre système. Vous créez un dépôt GitLab, vous rajoutez Dockerize, et puis bam, il fait tout pour vous. Et au final, vous avez votre image prête à utiliser. Finalement, vous faites du Docker sans même le voir. Ça qui est magique, c'est que au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a modifié notre code et derrière, il nous a produit une image. Mais on ne le voit même plus, on n'a même plus besoin de s'en occuper. Donc on fait du Docker de façon, cette fois-ci, complètement native dans le système. Donc ça, à l'usage, c'est quand même super intéressant. L'autre partie, c'est que le déploiement est facilité et est aligné sur toute la chaîne. Alors ce qui est intéressant, c'est que les développeurs vont utiliser des outils de déploiement, l'outil de déploiement qui est fourni par cette Software Factory, mais les admin sys aussi. Donc en fait, toutes les équipes vont utiliser le même outil. Donc quelque part, on est en train de regrouper les équipes autour d'un outil central. Donc il y a celui-là, il y a aussi l'outil de chat dont on parlait tout à l'heure. Donc on va utiliser cet outil de déploiement, on va fournir la capacité aux développeurs ou à l'admin sys d'aller fournir les scripts de mise à jour et d'upgrade de l'application ou des structures de base de données. Donc en faisant ça, ça oblige à scripter et surtout, ça nous oblige dans l'écriture des scripts à écrire des scripts qui sont idempotents. D'accord ? Si j'ai un script qui va faire une grosse migration de données, eh ben, je m'assure au préalable qu'elle n'a pas déjà été faite ou que je ne vais pas créer des doublons. Donc en fait, dans la logique, ça nous force finalement à aller vers l'idempotence qui est vraiment, je pense, de l'automatisation. Il y a les conventions d'une part et il y a l'idempotence et avec ces deux choses-là, on fait beaucoup. Donc là, on est obligé de faire de l'idempotence. Pourquoi ? Parce que notre script de test, on va le lancer 1000 fois pour arriver au résultat final. Et ça, dès le début finalement. Dès l'environnement de développement, on passe par l'outil de déploiement. Donc les notifications Rocket Chat, qui a priori semblaient être un peu gadget, au final, c'est très facile à mettre en place. Vous avez 3 lignes de code, un curl à faire dans une API et puis c'est fini. Et au final, c'est quand même assez intéressant parce que du coup, ça permet de notifier sans effort toutes les autres équipes de l'information que vous souhaitez notifier. En l'occurrence, pour nous, c'est les déploiements. Donc c'est récent, hein, il y a peu de temps que ça a été fait. Donc voilà. Et l'autre possibilité qui est offerte par la Software Factory qu'on a mise en place, c'est la capacité à utiliser cette même Software Factory, pas que pour des applicatifs développés en interne, mais aussi pour le déploiement de progiciels, à la condition, toujours le ticket d'entrée, que ces progiciels soient soit dockerisés, soit dockerisables. Donc dockeriser l'éditeur, par exemple Piwik, c'est l'opération que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, là, déployer en production Piwik. Et donc là j'utilise les images Docker qui sont produites par Piwik. Et donc on a utilisé notre outil de déploiement pour utiliser Piwik jusqu'à la production. Et là du coup on se retrouve à faire du clic-bouton à partir du moment où l'opération elle marche, qu'elle est idempotente, qu'on a bien vérifié, notre script est bien écrit, ça se passe très bien. Donc ça c'est ce qui marche aujourd'hui. Ce qui est encore à faire et à améliorer, c'est d'une part d'ajouter des quality gates, c'est-à-dire des points de contrôle dont je parlais tout à l'heure, exécution de tests, quelle que soit leur nature. Donc on va définir des portails qu'il faudra impérativement passer pour aller à l'étape d'après. L'autre option, c'est d'ajouter des commandes dans le U-Boot. Donc le robot U-Boot, c'est historiquement le robot de GitHub. Donc le robot qui vient écouter sur les channels
et qui vient exécuter des commandes qu'il est capable d'exécuter. En l'occurrence, nous, ce qui serait intéressant, c'est d'éviter d'avoir à aller sur GitLab juste pour cliquer sur un bouton. Donc on peut facilement le déclencher en faisant une commande dans un forum, en respectant, en propageant la chaîne des droits. Ça, c'est tout à fait possible, en faisant, à partir des API le permettent. Et ce qui est en cours d'être fait, là, c'est l'intégration de lancement de tests unitaires et donc l'utilisation de toute une plateforme de testing. Donc toujours en rapport avec cette quality gate. Voilà le bilan. C'est à la démo. Donc pour ça, je vais commencer par aller chercher le site GitHub du Docker Meetup Nouméa. Donc c'est l'occasion en même temps pour moi de vous montrer où il se trouve. Donc je tape GitHub Docker Meetup Nouméa. J'arrive donc sur la... voilà, ça c'est l'ensemble des projets sur lesquels vous allez retrouver toutes les présentations qui vous sont faites avec les supports. Donc, en sachant que voilà, le point d'entrée c'est ça, c'est le Meetup Index. Et sur cette page-là, vous avez voilà, référencé tous les événements, enfin tous les supports de présentation des événements. Donc là, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, le premier, le dernier événement, et le clip. Donc voilà, j'ai mes 2-3 commandes que je vais exécuter. Donc en fait, comment ça va se passer? Bon, déjà, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les outils dont je parlais pour la Software Factory. Donc le premier, c'est GitLab. Donc c'est l'équivalent de GitHub, si vous voulez, mais en self-hosted, c'est-à-dire installé en interne à l'entreprise. Vous avez l'ensemble des projets, donc c'est du Git. Si je prends un projet, n'importe lequel, un projet de test par exemple, bon, c'est classique, hein, je vais retrouver les commits, je vais retrouver les branches, les tags, un graphe de contribution avec tous les commits. Et donc comme on est sur une forge, on a en plus des fonctionnalités qui sont propres à la forge, à savoir les merge requests qui sont des workflows en fait de contribution. Et les pipelines. Alors les pipelines, c'est justement ce qui est lancé quand on a défini un projet comme étant un projet qui va déclencher des compilations. Et ce qui déclenche ces compilations et qui fait qu'un projet GitLab est un projet qui déclenche un agent de compilation, c'est le fait d'y avoir ajouté ce fichier là, le .gitlab-ci YAML. Donc là-dedans, on va trouver un DSL, enfin une façon de configurer le GitLab CI qui est connu, qui est proposé par GitLab. Hein, ça c'est une syntaxe comprise par GitLab. Donc je vous invite à aller chercher sur Internet GitLab CI YAML et vous verrez tout ce qu'on peut faire avec un CI GitLab. Aujourd'hui, on peut quand même faire beaucoup de choses. On peut lancer des GitLab en automatique sur des pull requests, sur des merge requests, en GitLab ça s'appelle des merge requests, sur des push, on peut les déclencher avec des triggers, déclencher une opération à intervalles réguliers, on peut déclencher manuellement, une opération n'est pas forcément déclenchée systématiquement, et on va trouver donc un pipeline comme ça avec la succession de ce qu'on appelle des stages, donc un enseignement de stage et qu'on peut relancer éventuellement s'il y a une erreur. Et classiquement, comme tous les outils, on a ici une information sur la possibilité de relire les logs après coup. Donc voilà. Donc ça c'est pour GitLab. Artifactory, donc c'est notre agrégateur de dépôt. On voit qu'il y a ici, dans ce dépôt, de cet agrégateur de dépôt, on est capable de récupérer, de manipuler les librairies Bower, du Docker, du Gradle, du NPM, du RPM. Donc on peut faire beaucoup de choses avec Artifactory, c'est la raison pour laquelle on a fait ce choix. C'est que là on a vraiment un agrégateur de dépôt qui est capable de gérer beaucoup de types de dépôts. Donc du coup, si par exemple on va avoir une image Docker, du coup ça nous fait, voilà, ici on a les images. Alors Artifactory, enfin un gestionnaire de dépôt comme ça, il a deux rôles. Il joue un proxy cache pour des dépôts qui sont à l'extérieur. Il fait aussi donc dépôt interne.
Donc ça c'est pour GitLab. Et Rocket.Chat, l'équivalent de Slack mais en self-hosted. Donc on a un ensemble de rooms ici à gauche. Par exemple, une room de test. Ici, donc là j'ai un ensemble de messages. Et vous voyez ici des messages de U-Boat dont je peux parler. À chaque fois que j'ai une application qui se déploie, j'ai ce message qui apparaît, qui me donne des informations sur le déploiement. Et qui me donne un lien pour aller revoir. Bon voilà, c'est un vieux, donc il a dû être supprimé par GitLab. Mais sinon, si je vais regarder dans un historique peut-être plus récent, je vais pouvoir trouver les logs qui ont été associés à une opération. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a câblé en fait le CI avec Rocket.Chat pour avoir des retours d'informations de type chatops dans nos chaînes de discussion Rocket.Chat. Donc un petit exemple de ce que ça peut donner quand on met en branle tout ça. On va prendre par exemple, on va créer un nouveau projet dans GitLab. On va créer un nouveau projet. Test software factory. Voilà, et on va importer depuis GitHub. Ou non, on va plutôt importer en URL directement. Voilà. Hop, on crée le projet. Voilà, donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'importer le projet qui s'appelle Docker Swarm Visualizer. C'est un projet qui est public sur Docker Sample, c'est l'ensemble des dépôts Git de Docker. Et on a là-dessus une application. Donc en fait, c'est celle-ci qui est souvent utilisée dans les démos Docker, qui est une application qui permet de visualiser en fait des containers déployés par machine d'un cluster Swarm. Donc ça, c'est juste pour l'exemple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer ce projet qu'on vient d'intégrer. Donc là, on l'a intégré dans notre GitLab, intégrer ce dépôt qui est sur le GitLab public dans notre GitLab interne, en passant par le proxy. Donc là, on a récupéré ça. Donc ensuite, on va faire les petites modifs qui me permettent de faire l'opération. Donc la première, tout simplement, en fait, comme on a créé des scripts pour dockeriser, maintenant on a la possibilité de, en créant ce fameux fichier de configuration, voilà. Donc ça, c'est ce qui permet de transformer un projet en un projet, n'importe quel projet GitLab, en un projet qui va déclencher un agent. Et en l'occurrence, là, l'agent qui va déclencher, il va déclencher ce qu'on appelle un stage qui s'appelle Dockerize. Il va lancer un script qui s'appelle lui aussi Dockerize. Donc c'est un script qui va faire toute l'opération de dockerisation, à savoir il va prendre le code source en entrée, lire le Dockerfile et faire toutes les opérations qu'il y a sur le Dockerfile. Et en sortie, il va produire un projet qui va produire une image Docker. D'accord. Et la dernière information, la tag, c'est ce qui permet de faire un aiguillage des compilations vers les agents qu'on souhaite. Voilà, donc là je rajoute un petit message justement qui respecte la convention de nommage dont je parlais tout à l'heure, de Conventional Changelog, et on voit qu'ici ça a déclenché mon opération Dockerize. Donc là, on voit qu'il lance un exécuteur Speed CI Script Router. Alors lui, c'est quoi? C'est un point d'entrée qui aiguille vers tout l'ensemble des scripts qui nous permettent de faire les compilations. Donc Dockerize fait partie. Il y en a d'autres, il y a le script de déploiement, il y a le script de compilation, etc. Tout un ensemble de scripts. Donc là, j'ai une première erreur qui apparaît. Il me dit, donc ça, c'est des erreurs qu'on a fait nous-mêmes. On fait des contrôles en entrée.
Là, il me dit que l'image de base qui est utilisée par le Dockerfile doit être préfixée par la registry. Donc là, en fait, c'est une contrainte qu'on a décidé d'appliquer. On aurait très bien pu partir, accepter n'importe quelle image. Donc là, on regarde le Dockerfile, puisque ce qui se passe, c'est qu'on a notre script Dockerize, il va lire donc le Dockerfile. Il regarde le Dockerfile et il exécute le Dockerfile. Il voit la commande from qui permet de récupérer l'image d'entrée. Et il voit qu'en fait, là, on ne passe pas par Artifactory. Donc nous, on a défini comme contrainte d'entrée de forcer le passage par Artifactory, ce qui nous permet de toujours passer par le proxy cache de Artifactory. Bon, je mets un petit message. Voilà, donc là j'ai fait une modification, ça va redéployer. Du coup, vous voyez qu'on a dans du côté pipeline, là, on a à nouveau un déclenchement. Parce que là, par défaut, quand on met un configure le CI, en fait, il est déclenché à chaque fois qu'on fait un push dans le master. Mais évidemment, on peut préciser la branche qui nous intéresse, le tag, on peut définir des patterns pour les tags et pour les branches, pour le déclenchement des opérations. Donc là, il me refait le Dockerize. Et cette fois-ci, bon, là, on voit qu'il fait vraiment les opérations. Donc, on voit que le projet que j'ai récupéré, hein, il n'est pas configuré pour passer par Artifactory. Alors nous, en interne, les projets qu'on a fait, en fait, on a créé ce qu'on appelle des builders, c'est-à-dire une image Docker dans laquelle on a tout l'environnement de compilation. Et dans ces builders, on a configuré, en l'occurrence, la NPM et Bower pour qu'ils passent systématiquement par Artifactory. Donc ce n'est pas le cas sur ce projet, puisqu'on l'a pris brut de fonderie, hein, d'un dépôt public de GitHub. Donc lui, il est configuré classiquement pour passer par la registry NPM standard. En tout cas, voilà, toute l'opération est en train de s'effectuer tranquillement. Donc, pendant ce temps, je vais préparer la suite. Alors, donc une fois qu'il a fini, au final, le but du jeu, hein, c'est d'aller lancer l'image pour voir que tout se passe bien. Alors peut-être que vous ne voyez pas très bien. Je vais essayer d'augmenter un peu la taille. Voilà. Donc Docker, je vérifie que j'ai bien Docker ici. Docker login. Je me log donc à Artifactory, puisque notre Artifactory donc le Artifactory est fermé à l'extérieur, il n'est pas visible. Voilà, donc je m'authentifie. Même pour un pool, il faut que je m'authentifie. Voilà. Et je vais faire un Docker pool. Donc là, si je regarde où il en est, je vois qu'il a fini, ok. Et l'image qui m'a poussé, elle est ici. Voilà, donc là, je peux récupérer le nom de l'image. Je l'ai aussi en entrée, là, au début. Je l'ai mis... Voilà, le nom de l'image est là aussi. Donc voilà le nom de l'image. Donc je vais faire un Docker pool de cette image, vérifier que je la récupère bien. Voilà, je récupère bien l'image. Là, il est en train de faire le pool tranquillement. Pendant ce temps, je vais récupérer la commande run complète.
Donc on attend qu'il télécharge toute l'image. Ah oui, alors il faut savoir que à partir du moment où on commence à manipuler des images Docker, il faut assez rapidement mettre en place tout un ensemble de gestion de l'espace disque, hein, pour nettoyer les images, les containers Docker régulièrement. J'en profite pour vous dire que dans les dernières versions de Docker, donc avant il y avait des commandes imbriquées qu'on devait faire, hein, qui marchent très bien, où on commençait par récupérer, filtrer les images qui nous intéressaient par rapport à un état, pareil pour les containers. Aujourd'hui il existe des commandes qui s'appellent des commandes prunes, dont système prune qui fait tout d'un coup en fait. Euh, donc en fait cette commande là elle va supprimer tout ce qui est possible de supprimer. Donc à partir du moment où vous avez un container qui est up, il va garder les containers qui sont up et les images et toutes les ressources qui sont associées à ce container qui sont up. Tout le reste il va les supprimer. Ok, donc si je relance, si je lance maintenant, juste pour vous montrer, hein, que ça marche, je lance un container à partir de l'image que je viens de démarrer. Ah, je vois qu'il y a déjà une image qui... Voilà, donc je vais arrêter. Ah. On recommence. Et je lance. Ah, bon, c'est pas grave, on va tout simplement changer le port. En fait, j'ai déjà des tas de containers qui tournent et qui sont surtout lancés par Swarm, donc en fait, il les redémarre. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai lancé mon container. On n'a plus qu'à vérifier que ça marche bien. Voilà. Donc là, j'ai bien lancé mon container, donc tout fonctionne. On est bon. Donc voilà, c'était la petite démo que je voulais vous faire sur la Software Factory basée sur Docker. Donc vous avez vu, hein, finalement, on a un projet, on rajoute le Dockerfile qui va bien, d'accord, à la condition qu'il passe bien par Artifactory, mais bon, ça c'est une condition qu'on a choisie, on va très bien pu l'enlever. Et on rajoute ce petit fichier là qui permet de déclencher l'opération, toutes les opérations qu'on veut. Donc finalement, à l'usage, on se rend compte qu'on finit presque par oublier qu'on est en train de faire du Docker derrière. Donc ça, c'est assez bien. Donc je voulais juste vous montrer que... j'ai voulu un peu jouer un peu
trop facile. C'est passé à la commande, je sais plus, c'est peut-être juste ça. Voilà. Ah, il est skip parce que... Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. J'ai fait une opération, d'accord, puisque j'ai modifié le fichier GitLab CI, là. Ok, j'ai rajouté when manual. Alors je voulais vous montrer ça, pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ont l'habitude d'utiliser Jenkins, bah, en fait, elles vont pas trop dans GitLab CI parce qu'elles ont peur de ne pas trouver les équivalents, le scheduler, le lancement manuel. Ben voilà, bah là on peut, c'était pour vous montrer qu'avec une simple petite configuration, on peut transformer un job en un job manuel. Voilà. Donc voilà, c'était la petite démo sur la Software Factory Docker. Merci à tous.